Durant le shogunat Tokugawa, un épéiste hautement qualifié est apparu. Cet homme a anéanti à lui seul un groupe entier de soldats du shogunat sans subir une seule blessure. Son nom était Batosai. Avance rapide jusqu'au présent, nous rencontrons notre protagoniste, un épéiste errant. Alors qu'il voyage sur la route, une fille le confond avec Batosai, l'assassin notoire dont tout le monde a entendu parler, et elle l'attaque. Cependant, elle se rend vite compte qu'il n'est pas le redouté Batosai, mais il porte toujours une épée inhabituelle, une épée à lame inversée, dont le tranchant est vers l'intérieur, la rendant presque inutile. Elle l'informe que l'usage des épées est interdit dans la zone. Elle entend alors des policiers à proximité en train de se battre et se précipite, pensant qu'ils ont attrapé le vrai Batosai. À son arrivée, elle voit la police se battre contre un homme de grande taille qui a déjà tué plusieurs officiers et qui prétend avec arrogance être Batosai. La fille tente de se joindre à la bataille, mais est blessée au bras, forçant le protagoniste à intervenir et à l'aider. À l'arrivée des policiers, l'homme recule. La fille veut le poursuivre, mais le protagoniste l'arrête, l'avertissant qu'elle pourrait finir morte si elle insiste pour poursuivre quelqu'un alors qu'elle est blessée. Elle soutient que l'homme utilise le nom de son école pour tuer et qu'elle doit l'arrêter. Le protagoniste l'aide à partir avant l'arrivée de la police. Il retourne à son dojo, où elle se présente comme Kaoru. Elle explique que son école, bien que petite, avait autrefois une réputation. Mais il y a quelques mois, un tueur est apparu et aujourd'hui, beaucoup de ses étudiants ont fui, effrayés. Même si le nom de Batosai est craint depuis longtemps, les gens en ont toujours peur. Elle n'est pas sûre que l'homme auquel ils ont fait face était vraiment Batosai, mais elle sait qu'elle doit l'arrêter. Le protagoniste lui conseille de ne pas sortir la nuit, car c'est dangereux, et que l'honneur de son école ne vaut pas sa vie. Kaoru rétorque que son père a fondé l'école pour utiliser l'épée pour sauver des vies, mais il y a un an, il a été appelé sur le champ de bataille et est mort. Maintenant, quelqu'un utilise le nom de l'école pour commettre le mal, et elle doit l'arrêter. Elle ajoute que quelqu'un comme lui, un vagabond sans idéaux, ne comprendrait pas. Le protagoniste part, avertissant à nouveau Kaoru de ne pas sortir la nuit. Il lui rappelle que la protection de l'école passe avant la préservation de sa vie, car son père ne voudrait pas qu'elle meure pour son honneur. L'oncle de Kaoru, qui n'a lui-même aucun idéal, lui conseille de ne pas écouter le protagoniste, car les vagabonds accordent rarement de l'importance à de telles choses. Quelques jours plus tard, alors que Kaoru est sorti, elle voit le protagoniste arrêté par la police pour avoir porté une épée en public. L'oncle de Kaoru soudoie la police pour le faire libérer. Le protagoniste les remercie tous les deux et pose des questions sur le meurtrier. Kaoru dit qu'elle n'a fait aucun progrès, mais elle a entendu dire qu'il y avait autrefois un dojo dans une ville voisine, aujourd'hui envahi par des criminels. Il y a quelques mois, un samouraï tombé en disgrâce a pris les rênes des lieux. Il mesure plus de 2 mètres et ressemble au meurtrier. L'oncle de Kaoru part et Kaoru invite le protagoniste à passer la nuit. Il décline l'offre, invoquant des raisons personnelles. Il lui pose ensuite des questions sur son oncle, et Kaoru explique qu'elle l'a trouvé inconscient devant sa maison il y a des mois et l'a pris comme serviteur. Elle ne s'est pas renseignée sur son passé pour respecter sa vie privée. Plus tard dans la nuit, le protagoniste se rend au dojo occupé par des criminels dans la ville voisine pour trouver le meurtrier, sachant qu'il se fait passer pour Batosai. Son intuition est correcte, son arrivée fait que les criminels à l'intérieur le remarquent et tentent de le submerger, comme ils le voient simplement comme un homme maigre. Pendant ce temps, l'oncle de Kaoru fait pression sur elle pour qu'elle vende son terrain et son dojo, affirmant que le prix du terrain augmente. Elle refuse, mais il la force à obéir. Il s'avère qu'il est le chef du meurtrier de 2 mètres de haut et qu'il est venu prendre le contrôle de ses biens. Son épée en bois ne pouvait pas égaler la force de l'adversaire, alors le vieux serviteur a rapidement prélevé un peu de son sang et l'a utilisé pour signer l'acte de transfert. À ce moment-là, le vagabond est arrivé. Il s'est rapidement occupé du groupe de voyous et n'a pas prononcé de mots fleuris sur l'escrime comme Kaoru. Pour lui, une épée était une arme et l'escrime était une technique pour tuer. Ce que Kaoru pensait de l'escrime était l'idée naïve de quelqu'un qui n'avait pas expérimenté le monde. Elle était encore trop innocente, mais il aimait son innocence. Il s'est ensuite précipité pour s'occuper des voyous des 2 méchants. Un seul coup de sa part aurait suffi à abattre 4 ou 5 hommes à la fois. Il a expliqué que la véritable maîtrise de l'épée de Batosai était une technique de la période des États en guerre, et s'il n'utilisait pas l'épée à lame inversée, ils seraient tous morts maintenant. Tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait vraiment de Batosai. Cependant, l'homme de 2 mètres de haut n'a pas eu peur et a dégainé son épée pour se battre. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en ne s'occupant pas de lui la première fois qu'ils se sont rencontrés. Au moment où l'homme était sur le point de frapper, le protagoniste a sauté hors de sa ligne de vue et l'a frappé à la tête. Seul le chef est resté et, après quelques menaces, il était tellement terrifié qu'il s'est évanoui. Le protagoniste n'a pas intentionnellement caché le fait qu'il était Batosai à Kaoru. Il ne souhaitait tout simplement plus en parler. Il était sur le point de partir quand Kaoru l'appela, lui demandant de rester. Il a répondu que si elle permettait à Batosai de rester dans son dojo, ce serait comme le détruire. Mais Kaoru n'avait pas besoin de Batosai. Elle avait besoin de lui, le vagabond qu'elle avait rencontré.
Elle savait que Batose n'était qu'un titre qu'il avait utilisé lorsqu'il était épéiste. Il lui dit alors que son nom était Kenshin, et qu'après avoir erré si longtemps, il était un peu fatigué et qu'il resterait un moment. Une semaine s'est écoulée et le problème avec le meurtrier a été résolu, mais aucun étudiant n'était revenu au dojo. Kaoru était également perplexe quant à la raison pour laquelle Kenshin, qui avait 28 ans, paraissait encore si jeune. Ils sont sortis tous les deux car Kaoru voulait visiter le dojo d'un ami pour s'entraîner. Kenshin croyait que ses élèves reviendraient bientôt. Soudain, un jeune garçon a arraché le portefeuille de Kenshin. Kaoru s'en rendit compte et attrapa le garçon pour le récupérer. Mais Kenshin, étant bienveillant, le lui a simplement donné. Le garçon jeta le portefeuille à Kenshin, se présentant comme Yahiko, un descendant de samouraï, et déclarant qu'il n'avait pas besoin de la pitié de Kenshin. Il voulait seulement taquiner Kenshin parce qu'il l'avait vu porter une épée en public. Kenshin a remarqué que même si Yahiko était un enfant, son esprit était mature, alors il s'est excusé de l'avoir sous-estimé. Ils continuèrent à marcher et Kenshin remarqua à quel point le quartier était animé. Kaoru voulait demander pourquoi Kenshin était devenu un vagabond, mais se souvenant de son désir de respecter la vie privée des autres, elle s'est abstenue. Alors qu'ils se séparaient, Kaoru a demandé à Kenshin de lui acheter quelque chose. Il s'éloigna tranquillement, mais se heurta à un homme dans une calèche. L'homme s'est arrêté pour demander son chemin vers le poste de police. Après que Kaoru lui ait donné les instructions, elle se demanda qui était cet homme, car il occupait clairement un poste élevé. Pendant ce temps, Yahiko était menacée par deux voyous qui exigeaient de l'argent pour sa protection. Yahiko leur a dit qu'il le leur donnerait dans la nuit, mais ils l'ont battu et menacé que s'il ne payait pas dans la nuit, il serait puni. Kaoru a alors entendu que la police poursuivait un homme avec une épée. Réalisant que Kenshin était en difficulté, elle courut à sa recherche. Au moment où elle est arrivée, Kenshin était acculé lorsque plusieurs policiers, armés d'épées sont apparus. Ils étaient considérés comme des agents d'élite à Tokyo, et les officiers réguliers ne pouvaient rien faire pour les arrêter. Le lieutenant voulait forcer Kenshin à dégainer son épée, afin qu'il ait une raison de se battre. Lorsqu'un officier de carrière intervint, le lieutenant le frappa. Kenshin ne voulait pas dégainer son épée imprudemment car il ne la portait pas pour se montrer. Juste à ce moment-là, Kaoru est arrivé. Le lieutenant l'avait immobilisé et menaçait de la déshonorer si Kenshin ne dégainait pas son épée. Les spectateurs pensaient qu'il s'agissait d'un groupe de tyrans, mais le lieutenant les a menacés en leur disant que quiconque s'opposerait à lui serait exécuté pour obstruction à l'application de la loi. Kenshin n'avait pas d'autre choix que de dégainer son épée. À ce moment-là, l'oncle qui avait demandé des directions à Kaoru plus tôt était avec le chef de la police. Il était venu trouver Batuse, expliquant que ce dernier avait été mal compris par le public. Il était vrai que Batuse avait tué, mais pas pour son profit personnel. Il avait tué pour servir la révolution. L'oncle voulait retrouver Batuse et l'amener à rencontrer les hauts dirigeants du gouvernement. Soudain, un policier est arrivé en annonçant que les épéistes de la police causaient des problèmes. Le chef a informé son oncle de l'existence de l'unité d'escrimeurs de la police, créée pour faire respecter la loi. Le lieutenant était autrefois issu d'une famille qui a joué un rôle dans la révolution. Ces familles, appelées Kishishi, étaient divisées en 5 groupes principaux en fonction de leurs origines. Les deux groupes les plus puissants étaient Satsuma et Shosu, qui disposaient d'un pouvoir considérable pendant la restauration Meiji. Aujourd'hui, Satsuma détient le pouvoir dans la police tandis que Shosu contrôle l'armée. Le chef a demandé avec quoi le lieutenant avait causé des problèmes, et tout ce qu'il a entendu, c'est que le lieutenant et ses épéistes avaient été vaincus par un homme plutôt petit aux cheveux roux, aux mouvements rapides, et une cicatrice en forme de croix sur sa joue. En entendant cela, le fonctionnaire fut choqué. Ils se rendirent ensuite sur les lieux et ne trouvèrent que 3 épéistes face à Kenshin. Il s'est facilement débarrassé de 2 d'entre eux, ne laissant que le lieutenant. Il a donné au lieutenant une chance de jurer au peuple qu'il ne l'opprimerait plus, et il irait à la gare avec lui. Mais le lieutenant refusa et chargea Kenshin, mais fut rapidement vaincu d'un coup dans le dos. Les gens se rassemblèrent autour de lui, célébrant la victoire de Kenshin, mais il remarqua l'officiel s'approcher. Kaoru a reconnu l'homme grâce à son nom. Il était l'ancien commandant du groupe Kishishi le plus puissant pendant la Révolution, et maintenant maréchal dans l'armée gouvernementale. Il a invité Kenshin à travailler pour le gouvernement, mais Kenshin a refusé. Il ne voulait pas utiliser ses actions de tueur pour justifier l'acceptation d'un poste. Le fonctionnaire pensait que les actions de Kenshin étaient pour la justice, mais Kenshin a expliqué qu'il ne portait pas d'épée pour rechercher une position élevée. Il l'a portée pour protéger son pays. Par la suite, Kenshin et Kaoru partirent, et Kenshin réfléchit qu'il était passé du statut d'assassin à celui de vagabond. Il n'utilisait désormais l'épée que pour protéger ceux qui lui étaient chers. Le chef de la police s'est rendu compte que le Badose dont ils avaient entendu parler n'était pas un tueur de sang-froid, mais en fait une personne gentille. Kaoru comprenait maintenant pourquoi Kenshin avait choisi d'être un vagabond, il voulait juste la liberté. Pendant ce temps, Yahiko, le garçon, avait trouvé le modèle qu'il voulait suivre, Kenshin. Plus tard,
Yahiko a vu une vieille femme laisser tomber son portefeuille. Face au choix égoïste de remettre l'argent à deux voyous pour éviter d'être battu ou de faire ce qu'il faut, Yahiko a choisi de rendre le portefeuille à la vieille femme. Cet après-midi-là, les deux voyous ont retrouvé Yahiko et lui ont demandé de l'argent pour sa protection. Yahiko avait décidé de laisser derrière lui ses habitudes de pickpocket, mais un voyou l'a battu et lui a demandé quelle était sa décision. Yahiko a répondu que cette vie était honteuse. Le voyou a décidé de lui donner une leçon, mais juste à ce moment-là, Kaoru est arrivé avec des marchandises et a vu les voyous entraîner Yahiko. Les voyous l'ont ramené à leur cachette, où le chef, un ancien samouraï, a déclaré qu'à l'époque actuelle, les samouraïs étaient inutiles. Ils avaient perdu leur pouvoir et n'étaient plus que démunis, avec seulement l'argent et le pouvoir à valoriser. Il a mentionné que de nombreux bandits étaient autrefois des samouraïs. Malgré cela, Yahiko a rejeté le mode de vie du voyou et a été battu pour cela. Le chef s'est ensuite moqué de la famille de Yahiko, affirmant que son père avait combattu le gouvernement et était mort, tandis que sa mère travaillait dans un bordel et mourut de maladie. Yahiko se leva, déclarant que son père s'était sacrifié pour le bien commun en rejoignant l'armée révolutionnaire, et sa mère avait travaillé dur et était morte à cause de ce travail. Il ne permettrait à personne de calomnier sa famille. Le voyou, tenant toujours une épée, était sur le point de frapper Yahiko lorsque Kenshin a soudainement fait irruption, exigeant la libération de Yahiko. Le voyou a tenté de combattre Kenshin, mais il a été rapidement mis KO lorsque Kenshin l'a frappé contre le plafond. Le chef de gang, réalisant sa situation, commença à avoir peur de Kenshin. Il a permis à Kenshin d'emmener Yahiko avec lui, et Kenshin s'est excusé d'avoir sous-estimé le garçon, promettant de soigner ses blessures en guise de compensation. Les membres du gang étaient mécontents, mais le chef leur a dit de laisser partir Kenshin. Il reconnut le regard mortel dans les yeux de Kenshin, réalisant que même s'il le combattait, il ne gagnerait pas. Il valait mieux perdre un gamin et vivre en paix. Kenshin emmena ensuite Yahiko au dojo de Kaoru, lui disant que Yahiko serait désormais son élève. Ils étaient tous les deux réticents, mais Yahiko continuait à traiter Kaoru de moche, et Kaoru ne savait pas être patient avec les enfants. Cependant, tous deux acceptèrent à contre-cœur d'essayer de s'entraîner le lendemain matin par respect pour Kenshin. Le lendemain matin, lorsque Kaoru tendit à Yahiko une épée en bois pour s'entraîner, Yahiko la jeta de côté. Refusant de suivre les ordres de Kaoru, Kenshin conseilla à Kaoru de valoriser son seul élève. Mais à ce moment-là, plusieurs personnes s'étaient rassemblées pour apprendre, attirés par l'admiration pour Kenshin. Comme Kenshin ne leur enseignait pas, il les renvoya, ce qui a agacé Kaoru car s'il ne les avait pas chassés, elle aurait eu plus d'élèves à enseigner. Kenshin a expliqué qu'il n'était pas intéressé par l'apprentissage et qu'il ne durerait pas. Il valait donc mieux se concentrer sur Yahiko, qui avait de la motivation. Yahiko, cependant, a déclaré qu'il préférait l'escrime de Kenshin à celle de Kaoru. Kenshin a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de transmettre ses compétences en épée à d'autres, mais les deux continuèrent à se disputer. Après un moment, Kaoru a perdu la trace de Yahiko, et quand elle l'a retrouvée, il lui a lancé une pantoufle, se plaignant qu'il préférerait apprendre par lui-même plutôt que d'être enseigné par elle. Il a également remarqué qu'elle était si stricte qu'aucun élève n'était revenu depuis le premier jour. Juste à ce moment-là, deux anciens élèves de Kaoru sont arrivés, poursuivis par deux voyous. Kaoru est intervenu et a vaincu les deux voyous. Les étudiants ont expliqué qu'ils avaient rencontré un groupe d'ivrognes qui causait des problèmes et qu'ils avaient essayé de les aider, seulement pour être poursuivis par leurs camarades. Le reste du gang est bientôt arrivé, les forçant à se cacher dans le dojo. Kaoru les reconnut comme membres d'un gang notoire, et avec Kenshin sorti, il n'avait personne pour s'occuper d'eux. Yahiko, qui avait senti l'odeur d'alcool sur les étudiants de Kaoru, les a accusés d'avoir commencé les troubles. Les deux étudiants se sont excusés, mais la bande a sorti des feux d'artifice, déterminée à détruire les murs du dojo. Ils voulaient se venger du bras cassé d'un de leurs membres. Kaoru et Yahiko étaient tous deux furieux contre les étudiants qui apprenaient l'escrime uniquement pour provoquer des problèmes dans les rues. Yahiko a suggéré qu'ils emmènent les deux étudiants pour les punir, mais les voyous ont insisté pour les emmener tous les deux pour les couvrir. Kaoru a décidé d'assumer l'entière responsabilité, car c'était elle qui leur avait appris à utiliser les épées. Juste à ce moment-là, Kenshin revint. La bande l'a reconnu et a tenté de battre en retraite, mais le chef, confiant dans ses artifices, a insisté pour se battre. Kenshin coupa calmement le feu d'artifice, le coupant en deux, et le chef du gang se figea, réalisant qu'il n'était pas à la hauteur de Kenshin et décida de partir. Après avoir entendu toute l'histoire, Kenshin laissa partir les deux élèves de Kaoru, leur conseillant d'oublier qu'ils avaient été ses élèves et de ne plus jamais reprendre une épée. Les deux étudiants sont partis et les trois personnages principaux sont retournés à l'intérieur pour nettoyer le dojo. Yahiko décide alors d'accepter officiellement Kaoru comme son maître. Il savait qu'il ne pourrait pas rattraper Kenshin, mais il essaierait au moins d'égaler Kaoru. Quelques jours plus tard, Yahiko s'entraînait à manier son épée avec diligence, mais Kenshin, qui coupait du bois avec son épée, frustrait Yahiko. Kenshin utilisait l'escrime pour les tâches quotidiennes, mais refusait de l'enseigner aux autres. À ce moment-là,
Kaoru s'est précipité dehors, tout excité de leur dire qu'elle avait trouvé un tableau de valeur laissé par son grand-père. S'il était vendu, il pourrait avoir de l'argent pour leurs frais de subsistance. Kaoru a décidé de leur offrir un ragoût de bœuf, qui était récemment devenu un plat populaire importé de l'étranger. Lorsqu'ils sont allés au restaurant, ils ont vu 3 hommes âgés assis en train de manger de la fondue chinoise, de boire du saké et de discuter de grands sujets comme la démocratie et l'égalité. La dispute entre les 3 s'est intensifiée au point où ils ont jeté une bouteille d'alcool à la tête de Kenshin, ce qui a mis Yahiko en colère et les a maudits, exigeant des excuses. Ils ont refusé de s'excuser et ont commencé à se disputer avec Yahiko, allant même jusqu'à s'en prendre physiquement à un membre du personnel de la taverne. Un jeune homme est intervenu pour résoudre la situation, affirmant que les 3 hommes, qui parlaient de droits civiques, n'étaient pas différents des voyous car ils recouraient à la violence. Le groupe décide alors de porter le combat à l'extérieur. Le jeune homme en blanc a permis à l'autre camp de frapper en premier, et ils ont immédiatement sorti des armes cachées et ont attaqué sa tête. Cependant, sa tête est restée indemne, tandis que le bras de l'agresseur a été touché par l'arme. Le jeune homme en blanc a alors décidé de se battre avec une seule main, ce qui a fait que l'agresseur s'est senti méprisé et a chargé à nouveau, pour être ensuite projeté au sol d'un seul coup. Une personne a essayé de dégainer son épée, mais Kenshin l'a averti que s'il le faisait, il n'hésiterait pas à riposter. Kenshin leur a conseillé de tempérer d'abord leur ego avant de discuter des questions concernant le peuple. Les 3 hommes se retirèrent alors, et le jeune homme en blanc réalisa que Kenshin était très fort et voulut se battre avec lui, car il avait remarqué que Kenshin prenait intentionnellement des coups pour empêcher la bouteille de toucher Kaoru. Cependant, Kenshin a refusé le duel, et le jeune homme a laissé son adresse au cas où Kenshin changerait d'avis. Alors qu'il partait, le groupe a remarqué le mot « mal » écrit sur son dos, ce qui les a rendus incertains s'il était bon ou mauvais. Cette nuit-là, le jeune homme rentra chez lui et il fut révélé que son nom était Zazin, un fauteur de troubles à la recherche d'un adversaire digne de ce nom. 2 hommes qui avaient autrefois tenté de voler le dojo de Kaoru s'étaient échappés de prison et avaient demandé l'aide de Zazin pour faire face à Kenshin, le légendaire Batuzé, croyant qu'il serait un digne adversaire de Zazin. Quelques semaines plus tard, Zazin n'avait toujours pas de nouvelles de Kenshin, mais il continuait ses ennuis habituels. Cependant, aujourd'hui, il a décidé de rencontrer Kenshin directement. Après avoir rencontré Kenshin, Zazin a ouvertement déclaré qu'il connaissait le passé de Kenshin en tant que Batuzé et personnage clé de l'armée révolutionnaire. Il avait remporté de nombreuses victoires pour l'armée, mais vivait désormais comme un vagabond. Comme il n'avait rassemblé que ces quelques informations, il est venu s'entraîner avec Kenshin pour en apprendre davantage sur son escrime. Pendant ce temps, 2 hommes déshonorants attendaient dehors, espérant tendre une embuscade à Kenshin, sachant que Zazin était capable de le blesser gravement, et quand cela arriverait, ils utiliseraient une arme à feu pour l'achever. Kenshin se demanda alors pourquoi Zazin, qui aimait protéger les faibles, chercherait à causer des problèmes, surtout avec le mot mal sur son dos. Le raisonnement de Zazin était devenu sérieusement déformé. Il croyait que ceux comme Kenshin, qui se disaient révolutionnaires, étaient arrogants, utilisant la justice comme excuse pour faire ce qu'ils voulaient et éliminer quiconque se trouvait sur leur chemin. Parmi ces révolutionnaires, Kenshin était le plus fort, c'est pourquoi Zazin voulait le combattre. Kenshin accepta de s'entraîner, mais avant de commencer, il demanda à Zazin si les 2 hommes qui lui avaient parlé de Kenshin étaient les mêmes qu'il avait vaincus plus tôt. Zazin l'a confirmé, alors Kenshin les a appelés, ayant senti leur intention meurtrière à l'extérieur. Zazin les a également interpellés, les forçant à se révéler. Zazin prit alors l'arme, la brisa et leur dit de ne pas interférer dans le duel. Le groupe décide de se déplacer vers la rive de la rivière pour se battre plus librement. En chemin, tout le monde les remarqua, et Yahiko, incertain de ce que Zazin portait, pensa que cela ressemblait à une lance ou à une hallebarde. Cependant, Zazin a révélé qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus intéressant, une épée coupante pour chevaux, un type de lame conçu pour couper à la fois les généraux ennemis et les chevaux. Il a été créé en temps de guerre, mais personne ne l'avait maîtrisé en raison de son poids. Bien que Zazin ne puisse pas le manier parfaitement, il était suffisamment fort pour l'utiliser pour submerger ses adversaires. Zazin chargea en avant, mais Kenshin se déplaça rapidement derrière lui et lui porta un coup qui envoya Zazin voler. Tout le monde pensait que Kenshin l'avait achevé en un seul coup, mais Zazin s'est avéré bien plus coriace que cela. Kaoru réalisa que Kenshin était désormais désavantagé, car son escrime était censé mettre fin à un combat en un seul coup. Zazin veut s'engager dans une bataille d'endurance avec Kenshin, où seul celui qui durera le plus longtemps sera déclaré vainqueur. Cependant, Kenshin veut également voir si Zazin peut résister à tous ses coups. Tout le monde pense que Zazin n'a aucune chance car il ne pourra pas porter un seul coup sur Kenshin. Kenshin conseille à Zazin d'abandonner, mais Zazin n'aime pas terminer un combat à mi-chemin. Le deuxième tour commence donc. Zazin charge en avant, lançant une série d'attaques incessantes, mais Kenshin les esquive toutes, sautant derrière et marchant sur l'épée de Zazin pour réduire la distance et frapper. Kenshin commence alors à contre-attaquer agressivement, blessant considérablement Zazin.
Kenshin explique que parce que l'épée de Zazin est si grande et lourde, ses attaques sont facilement prévisibles. Zazin ne s'attendait pas à ce que les compétences et l'expérience de Kenshin soient si supérieures. Zazin veut toujours continuer le combat, mais Kenshin refuse car il ne veut plus pointer son épée sur Zazin. À ce moment-là, Zazin commence à se souvenir de son passé. Il avait autrefois fait partie d'un groupe de révolutionnaires dirigé par un capitaine qu'il admirait beaucoup. Le peuple aimait Zazin et son groupe parce qu'il représentait la justice populaire. Le capitaine avait montré à Zazin que le site paisible des villages cuisinant et vivant ensemble était le monde idéal qu'il voulait créer. Cependant, après un certain temps, ils ont appris que d'autres factions se faisaient passer pour l'armée gouvernementale à des fins personnelles, ce qui a fait perdre confiance au peuple. Le nouveau gouvernement a alors cessé de les soutenir, et l'argent qu'ils utilisaient pour soutenir leurs troupes a commencé à s'épuiser. Le capitaine du groupe de Zazin a décidé de se rendre au quartier général pour discuter des choses, et Zazin et un ami ont été priés de rester en arrière car le voyage serait dangereux. Après un certain temps, l'ami de Zazin revint avec la nouvelle que leur capitaine avait été exécuté. Le nouveau gouvernement a accusé le capitaine de se faire passer pour l'armée et de répandre de fausses rumeurs sur la réduction des impôts. Ce souvenir poussa Zazin à se soulever à nouveau, persuadé que les révolutionnaires et le nouveau gouvernement étaient tous deux responsables de la chute de son groupe. Lorsque Zazin mentionne le nom de son ancien groupe, Kenshin réalise qui ils étaient. Cependant, Kenshin continue d'esquiver les attaques de Zazin, lui permettant de tomber tout seul. À ce moment-là, un vieux serviteur sort une arme et tire sur Kenshin, croyant qu'il ne pourra pas prédire cette attaque. Mais Kenshin utilise son épée pour bloquer la balle et se relève. Le serviteur ordonne alors à son jeune frère de capturer Kaoru et Yahiko pour tenter de menacer Kenshin. Cependant, Zazin lance son épée vers eux, les avertissant de ne pas interférer. Kenshin assène alors plusieurs coups au serviteur, lui faisant ressentir une douleur comme jamais auparavant. Kenshin décide alors de terminer le combat avec Zazin. Il se précipite sur Zazin et lui assène un coup qui brise son épée, puis enchaîne avec un coup puissant à la tête de Zazin. Malgré cela, Zazin reste debout, alors Kenshin décide d'aller chercher un médecin. Zazin insiste sur le fait qu'il n'a pas perdu et refuse d'être vaincu par un révolutionnaire comme Kenshin. Il nourrit une haine profonde envers les révolutionnaires et le nouveau gouvernement, qu'il croit être la cause de la mort de son capitaine. Kenshin demande si son capitaine lui a déjà appris à se battre contre un révolutionnaire, mais Zazin refuse d'apprendre de Kenshin. Kaoru intervient et explique que Kenshin est différent des autres révolutionnaires car il se bat sans rechercher la gloire ou le pouvoir. Le seul objectif de Kenshin est de continuer à aider les gens et de changer le monde, sachant que même si la révolution est terminée, la question de l'inégalité des classes existe toujours. Zazin se rend compte que Kenshin est très similaire à son ancien capitaine. Zazin, qui a renoncé à essayer de changer les choses, cherche désormais la destruction, tandis que Kenshin continue de s'accrocher à ses idéaux. Zazin comprend qu'il a été complètement vaincu et s'effondre. Après avoir reçu des soins, Zazin est gravement blessé et il lui faudra des mois pour se rétablir. Kenshin fit ce qu'il devait faire, car la force de Zazin dépassait de loin celle du voyou avec lequel Kenshin avait habituellement affaire. Le groupe prévoyait d'aller manger du bœuf râpé lorsqu'ils sont tombés par hasard sur Zazin. Il avait suffisamment récupéré pour pouvoir bouger à nouveau, même si frapper ses points faibles le rendrait encore facilement incapable de bouger. Zazin décida qu'à partir de maintenant, il allait changer et suivre Kenshin pour vérifier si Kenshin était vraiment un révolutionnaire qui aidait les gens comme il le prétendait. Zazin a également annoncé qu'il abandonnerait le nom Zazin et reviendrait à son vrai nom, Sano. Soudain, la serveuse du restaurant de fondue chinoise est sortie, se plaignant que Sano avait encore une fois omis de payer. Dans les jours suivants, Sano a commencé à travailler comme parasite au dojo de Kaoru puisqu'il avait cessé de causer des problèmes et était désormais au chômage. Il a critiqué la cuisine de Kaoru pour être peu appétissant, ce qui l'a amené à lui jeter un seau, dont il a utilisé Kenshin pour se protéger. Un jour, le chef de la police rendit visite à Kenshin pour demander son aide. Le chef lui a parlé d'un homme nommé Kurosaga, un assassin qui a récemment commencé à cibler les anciens révolutionnaires travaillant dans le gouvernement actuel. Kurosaga envoyait toujours une lettre d'avertissement à ses cibles avant de frapper et n'avait jamais échoué au cours des 10 dernières années. Ce qui inquiétait le plus le chef était la nature sanguinaire de Kurosaga. Il aimait tuer. Ces lettres d'avertissement avaient pour but d'inciter ses cibles à rassembler autant de gardes que possible, lui permettant ainsi de se délecter du massacre. Il y a 2 mois, Kurosaga a assassiné une cible, laissant derrière lui 36 morts et 54 blessés. Les survivants ont déclaré avoir été abattus avant même de pouvoir dégainer leurs armes, décrivant une sensation de paralysie, comme s'il était écrasé par une force invisible, qui les rendait impuissants. Kenshin a déduit que Kurosaga avait une technique secrète et a accepté de l'aider. Cette fois, la cible était un ancien révolutionnaire, qui avait survécu à d'innombrables batailles pendant la Révolution. L'homme a renvoyé Kurosaga, croyant qu'il ne pouvait pas être blessé grâce au soutien d'une équipe d'épéistes qualifiés. Cependant, lorsque le chef de la police a amené Kenshin à sa rencontre, le fonctionnaire a montré une peur visible,
car Kenshin l'avait sauvé à de nombreuses reprises pendant la Révolution. Les épéistes, eux aussi, se sont abstenus de toute posture, car ils avaient été battus auparavant par Sano. Sano a décidé de mettre de côté les rancunes passées pour coopérer pour la nuit. Après avoir mis en place leur position défensive, Sano et Kenshin ont joué aux échecs en attendant l'arrivée de Kurosaga. Sano a interrogé Kenshin sur la technique de Kurosaga, mais avant que Kenshin ne puisse expliquer, une agitation a éclaté à l'extérieur. Quelques policiers avaient été arrêtés. Ils se préparèrent immédiatement à intercepter Kurosaga à l'entrée principale, mais il est apparu à la place par la fenêtre arrière, tuant rapidement un garde. Fidèle à sa lettre d'avertissement, Kurosaga était venu pour sa cible. Le fonctionnaire a ordonné à ses épéistes de se battre, promettant 5 fois leur salaire. Avides de récompense, ils ont chargé imprudemment sans se soucier de leur vie, pour finalement être victimes de la technique spéciale de Kurosaga, ce qui les immobilisa tous. Sano, cependant, était toujours capable de bouger, bien que son corps lui paraisse incroyablement lourd. Kenshin s'avança alors pour faire face à Kurosaga, reconnaissant qui il était vraiment. Kurosaga était un assassin infâme de la période des royaumes combattants, non affilié à aucune faction, responsable de nombreux assassinats. Kurosaga, à son tour, a identifié Kenshin comme le légendaire assassin révolutionnaire Batuzé. Il commença à utiliser sa technique d'immobilisation sur Kenshin, mais Kenshin s'en libéra, réalisant qu'elle était similaire au haki du conquérant, qui ne fonctionnait que sur les plus faibles que l'utilisateur. Contre un adversaire égal, la technique était inefficace. Kurosaga décide alors d'éliminer sa cible principale avant d'affronter Kenshin. Cependant, Sano chargea en avant, brisant l'épée de Kurosaga et prenant volontairement un coup de couteau au bras pour protéger le fonctionnaire. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner cette rencontre, Kurosaga se retira, déclarant que Kenshin serait sa prochaine cible. Il a exprimé le désir que Kenshin utilise une épée appropriée, et non sa lame inversée, dans leur duel. En déplaçant son attention sur Kenshin, Kurosaga a par inadvertance apaisé les inquiétudes de Kenshin, car Kenshin se sentait confiant dans sa capacité à gérer lui-même l'assassin. Sano et Kenshin rentrèrent chez eux, marquant cet événement comme l'une des tentatives d'assassinat de Kurosaga ayant fait le moins de victimes. Kenshin expliqua plus tard la technique de Kurosaga à Sano. La capacité d'immobilisation était l'invention unique de Kurosaga, et lui seul pouvait l'utiliser. D'autres, dont Kenshin et Sano, n'ont pas pu l'apprendre. Kenshin a décrit cette technique comme une méthode permettant d'appliquer une pression immense pour submerger mentalement et paralyser les adversaires les plus faibles. Kenshin se retrouve désormais incertain de sa capacité à vaincre Kurosaga. Tous deux sont des assassins, mais alors que Kenshin a déposé son épée, Kurosaga reste sanguinaire. Selon les connaissances de Kenshin, Kurosaga était autrefois un serviteur du shogunat, mais après avoir été puni, il a tué ses camarades et a fait défection aux côtés des patriotes. Son seul désir est de tuer sans raison. Maintenant que Kurosaga a ciblé Kenshin, Kenshin a l'intention de l'affronter seul et demande l'aide de Sano. Le lendemain matin, Sano retourne au dojo de Kaoru pour l'informer que Kenshin ne reviendra pas pour le moment pour assurer sa sécurité. Cependant, Kaoru s'enfuit pour retrouver Kenshin, craignant qu'il ne parte pour de bon après avoir vaincu Kurosaga. Sano et Yahiko soupçonnent Kaoru d'avoir développé des sentiments pour Kenshin et ne peuvent pas supporter de se séparer de lui. Elle retrouve finalement Kenshin au bord de la rivière et lui exprime sa peur de son départ. Kenshin la rassure en lui disant que si Kurosaga apparaît, il ne pourra pas la protéger pendant qu'il le combat. Kaoru prête ensuite à Kenshin son ruban de cheveux en guise de souvenir, exigeant qu'il le lui rende une fois la bataille terminée. Quelques instants plus tard, Kurosaga s'approche en bateau et attrape soudainement Kaoru juste sous les yeux de Kenshin. Kurosaga révèle que sa véritable intention en enlevant Kaoru n'est pas d'affaiblir Kenshin, mais de le provoquer à revenir à son ancien personnage de Batase au sang-froid, un épéiste légendaire dont Kurosaga craint et envie les compétences. Ce soir-là, Kurosaga attend Kenshin au lieu de rendez-vous convenu. Expliquant à Kaoru qu'il a l'intention de libérer le terrifiant Batase qui a autrefois anéanti une unité entière de soldats de Shaganat en un instant. Kurosaga faisait partie des survivants épargnés par Kenshin ce jour-là. À l'époque, il réalisait qu'il n'avait aucune chance contre Kenshin, mais maintenant, en tant que démon assassin lui-même, il croit qu'il peut enfin surpasser Kenshin. Lorsque Kenshin arrive, Kaoru remarque que son comportement et son regard ont complètement changé. Tenant son épée à lame inversée, Kenshin semble prêt à libérer le tueur qu'il était autrefois. La bataille commence par un échange rapide de coups, leurs épées s'entrechoquant intensément. Kenshin déchiffre rapidement les mouvements de Kurosaga et utilise la poignée de son épée pour le désarmer. Mais Kurosaga change habilement son arme dans son autre main et porte un coup de couteau sur Kenshin. Se moquant de Kenshin pour sa naïveté, Kurosaga affirme qu'il est inégalé en termes d'adaptabilité. Pour enrager davantage Kenshin, Kurosaga utilise sa technique sur Kaoru,
paralysant ses poumons et lui laissant seulement 2 minutes avant de suffoquer. Furieux, Kenshin porte un coup dévastateur au visage de Kurosaga, libérant toute la puissance du personnage de Batase. Kurosaga sent immédiatement l'intention meurtrière de Kenshin et se retire, effrayé. Kenshin lui donne 2 options, lever la malédiction sur Kaoru ou mourir. Cependant, Kurosaga opte pour un match à mort, sachant que la malédiction sera levée à sa mort. Pour maximiser sa puissance, Kurosaga utilise sa technique sur lui-même, amplifiant sa force au point de briser facilement des rochers, un mouvement qu'il n'a pas utilisé depuis 15 ans. Sans se laisser décourager, Kenshin prend position avec le fourreau de son épée. Kurosaga reconnaît cela comme une technique de Batajutsu, où l'épée est dégainée avec une vitesse aveuglante pour une mise à mort en un seul coup. Cependant, la technique est une arme à double tranchant, si Kenshin rate son coup, il sera lui-même vulnérable. Confiant dans son agilité, Kurosaga charge, croyant que l'épée à lame inversée de Kenshin rendrait difficile l'exécution correcte de la technique. Au dernier moment, Kurosaga hésite et esquive le coup, mais Kenshin utilise le fourreau pour écraser le coude de Kurosaga, paralysant sa main dominante et mettant fin à sa carrière d'épéiste. Malgré tout, Kenshin se prépare à porter le coup fatal, et Kurosaga accepte son sort, prêt à affronter la mort aux mains du légendaire Batase. À ce moment-là, Kaoru brisa elle-même le sort pour arrêter Kenshin. Il se ressaisit et se précipita pour l'attraper. La personnalité de Batase en lui a disparu, le ramenant à son état habituel. Cependant, Kurosaga se précipita soudainement vers Kenshin par derrière. Kenshin croyait que Kurosaga avait déjà perdu parce que sa main gauche et la petite épée qu'il tenait étaient insuffisantes pour la victoire. Pourtant, juste au moment où Kenshin était sur le point de balancer son épée pour bloquer l'attaque de Kurosaga, ce dernier s'est poignardé dans la poitrine à la place. Kurosaga a refusé d'être capturé, car être interrogé révélerait l'identité de l'ancien loyaliste qu'il avait embauché. Il a fait remarquer qu'à cette époque, des gens comme lui et Kenshin avaient encore leur place. Le gouvernement actuel n'est pas différent du shogunat du passé, qui luttait secrètement pour le pouvoir. Aujourd'hui, les rues étaient remplies de policiers, laissant les tueurs comme lui sans place dans la société, les obligeant à opérer dans l'ombre. Les fonctionnaires corrompus avaient besoin de quelqu'un pour faire leur sale boulot, et donc les deux parties ont collaboré. Maintenant que son bras d'épée était paralysé, Kurosaga sentait qu'il n'y avait aucune raison de continuer à vivre. Après tout, un tueur reste un tueur jusqu'à la mort. Il a déclaré qu'il regarderait depuis l'au-delà pour voir combien de temps Kenshin pourrait continuer à être un vagabond. À son retour, Kenshin rendit son ruban à Kaoru, mais il était taché de sang provenant de ses blessures précédentes. Il a dit à Kurosaga de regarder depuis l'au-delà, car il s'efforcerait de supprimer le tueur en lui et de ne plus jamais redevenir Batuse. Quelques jours plus tard, Kaoru s'est réveillée le matin et a découvert que Kenshin avait disparu. Lorsqu'elle a demandé à Yahiko, elle a appris que Kenshin était sorti avec Sano pour jouer. À ce moment-là, Kenshin et Sano jouaient effectivement au dé avec les amis de Sano. Bien que les jeux d'argent soient illégaux, ils jouaient uniquement pour le plaisir, sans enfreindre aucune loi grave. Sano a amené Kenshin avec lui en raison de sa capacité à entendre et à prédire les résultats des dés. Pendant le jeu, Sano a posé une question à propos d'un ami commun qui aimait jouer, seulement pour apprendre qu'il était mort d'une overdose d'opium. Cependant, l'opium était cher à cette époque, et Sano se demandait où son ami avait trouvé autant d'argent. Soudain, une jeune femme fait irruption, suppliant Kenshin de la sauver. Elle était poursuivie par 2 soldats qui sont entrés quelques instants plus tard. Sano s'est occupé d'eux et ils ont révélé qu'ils étaient des soldats sous le commandement de Takeda, avertissant que Sano et Kenshin paieraient pour leur interférence. Sano expliqua à Kenshin que Takeda était un jeune homme d'affaires de l'extérieur de la ville, qui était mystérieusement devenu riche ces dernières années et possédait sa propre armée privée. Les criminels comme les hommes politiques évitaient de le provoquer. Lorsqu'on lui a demandé si elle était liée à Takeda, la femme, qui s'est présentée comme Megumi, a nié toute association. Mais un autre assassin est apparu, l'identifiant par son nom et la narguant en disant que les hommes de Takeda la surveillaient toujours. Donc la fuite était vaine. Malgré son défi, l'assassin a commencé à lui tirer des plombs de fer, forçant Kenshin à utiliser un tapis comme bouclier renforcé avec son fourreau d'épée. Bien que Kenshin ne comprenne pas pleinement la situation, il refuse de rester les bras croisés face au mal. Kenshin et Sano ont rapidement maîtrisé l'assassin. Consciente de leur force, Megumi les a suppliés d'agir comme ses gardes du corps, promettant de les payer. Cependant, Sano a insisté pour qu'elle explique d'abord sa situation. Soudain, plusieurs paquets d'opium tombèrent de ses affaires, poussant Kenshin à exiger toute la vérité. Pendant ce temps, Kaoru, de retour au dojo, se demandait pourquoi les deux n'étaient pas encore revenus. Quelques instants plus tard, Kenshin et Sano sont arrivés avec Megumi. Sano a dit en plaisantant à Kaoru que Megumi était quelque chose qu'ils avaient gagné, mais Kaoru les a grondés, les accusant de trafic d'êtres humains, et a permis à Megumi de partir. Cependant, Megumi a refusé, affirmant qu'elle voulait rester près de Kenshin. Kaoru, mécontent,
les jeta tous les trois hors du dojo. Toujours incapables d'obtenir des réponses de Megumi, Kenshin et Sano décident de la suivre et de découvrir progressivement la vérité. À ce moment-là, l'un des amis de Sano s'est précipité avec la nouvelle que 2 des subordonnés de Takeda avaient été tués près de la rivière. Kenshin repéra alors le lanceur de plomb de fer qu'il avait rencontré plus tôt, debout de l'autre côté du pont, accompagné de 2 autres silhouettes redoutables. Le groupe a discuté pour savoir si l'homme qui avait cassé le nez de l'assassin était un épéiste aux cheveux roux avec une cicatrice en forme de croix. Et le tireur s'est rendu compte que Kenshin se tenait de l'autre côté du pont, les regardant droit dans les yeux. Ils ont ensuite appelé 2 autres personnes pour rejoindre le tireur afin de s'occuper de Kenshin et de ramener Megumi. Il a été révélé que le grand homme était le chef des soldats et que l'homme à lunettes à côté de lui n'était autre que Takeda, l'homme d'affaires. Pour Takeda, Megumi était sa poule aux œufs d'or. Il était donc déterminé à la récupérer le plus rapidement possible. Megumi a également remarqué les 2 personnages sur la rive opposée. Bien que l'homme d'affaires n'était pas particulièrement remarquable, le grand homme était différent. Il était le chef d'un groupe de ninjas qui avait été actif pendant la Révolution. Ce chef était un ninja de génie qui était devenu le chef du groupe à l'âge de 15 ans. Son nom était Hayashi. Ce soir-là, ils retournèrent tous les 3 chez Kaoru pour élaborer une stratégie. Kenshin apprit que l'armée de Takeda était composée de plus de 60 personnes. Cependant, Megumi a toujours refusé de divulguer des informations sur l'opium. Elle craignait que Kenshin ne soit pas capable de gérer les ninjas de Takeda, alors elle prévoyait de s'échapper au milieu du chaos. Sano a rassuré Kaoru de ne pas trop s'inquiéter pour Kenshin, car sa nature était de sauver ceux en détresse. Sano, d'autre part, a admis qu'il n'était impliqué que pour venger ses amis, et non par altruisme comme Kenshin. Kenshin a donné à Sano un bref aperçu des forces de Takeda et a également promis à Kaoru que même si des problèmes se profilaient à l'horizon, il la protégerait. Yahiko a exprimé son désir d'aider, mais Sano l'a renvoyé, disant qu'il ne serait pas d'une grande utilité. Soudain, un intrus attaque de l'extérieur, forçant Sano et Kenshin à l'affronter. L'agresseur était un grand homme à la peau rouge avec seulement 4 dents, membre du groupe ninja. Sano a choisi de lui faire face, chargeant en avant pour lui asséner un coup de poing dans le ventre. Malheureusement, cela l'a amené à portée de l'attaque du ninja. L'homme a utilisé ses dents pour créer des étincelles et a craché du feu sur Sano, qui a esquivé de justesse. Kenshin a dit à l'attaquant de se concentrer sur lui, car il était le véritable adversaire. Lorsque le ninja a craché des flammes sur Kenshin, Kenshin a divisé le feu en 2 avec un coup d'épée précis. Megumi a tenté de fuir pendant l'agitation, mais Kaoru l'a arrêté, l'exhortant à rester et à faire confiance à Kenshin, car il n'était pas un épéiste ordinaire. Kenshin a habilement coupé toutes les flammes sans couper un seul cheveu. Lorsque l'attaquant a commencé à faire le plein de ses réserves d'huile, Sano a pris le relais et a chargé directement dans le feu, donnant un coup de poing à la bouche du ninja et retirant la poche d'huile de son corps. Maintenant que le ninja ne pouvait plus cracher du feu, il chargea avec confiance Sano, pensant que ce dernier était blessé. Cependant, Sano lui a rappelé que si ses mains étaient inutilisables, il pouvait toujours utiliser ses jambes. D'un coup de pied puissant, Sano renversa le ninja au sol. À proximité, le tireur, qui s'était caché, vit son allié vaincu et décida de cibler Megumi. Il a tiré un coup de feu, mais Kenshin a senti l'intention de tuer et a réagi instantanément. À la surprise générale, Yahiko est intervenu et a protégé Megumi, prenant la balle. Cependant, la balle était remplie de poison, provoquant des convulsions chez Yahiko. Kenshin chargea le tireur, mais ce dernier utilisa un leurre pour échapper à l'attaque. Un autre homme masqué est apparu derrière Kenshin non pas pour se battre, mais pour récupérer l'artilleur tombé et le ninja vaincu. Kenshin refusa de les laisser partir à moins qu'ils ne lui remettent l'artilleur ou l'antidote pour Yahiko. L'homme masqué, désintéressé par les négociations, bloqua les attaques de Kenshin avec ses poings et emporta sans effort les 2 hommes. Yahiko était toujours dans un état critique. Ils ont envisagé d'extraire le poison manuellement, mais Megumi les en a empêchés, affirmant qu'elle avait de l'expérience en la matière. Après avoir observé les symptômes de Yahiko, elle a identifié le poison et a demandé à Kaoru d'aller chercher un médecin pendant que Sano allait acheter de la glace. En peu de temps, l'état de Yahiko s'est stabilisé et le médecin a fait remarquer que celui qui avait rédigé l'ordonnance devait être très compétent en médecine occidentale. En entendant Sano mentionner cette femme, le médecin a immédiatement reconnu Megumi comme étant celle qu'il avait écrit. Il a expliqué qu'elle avait été assistante d'un médecin il y a 3 ans, avant que ce dernier ne soit assassiné. À ce moment-là, Kenshin, remarquant que Megumi tentait de partir, l'arrêta. De leur conversation, il est devenu clair que Kenshin avait compris son passé et voulait tout apprendre. Pendant ce temps, le médecin a partagé l'histoire de Megumi avec Kaoru et Sano, révélant qu'elle venait d'une famille renommée de praticiens médicaux. Cette famille enseignait la médecine non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes et aux enfants. Bien que la famille de Megumi ait servi le shogun, elle traitait toujours les gens ordinaires sans discrimination. En conséquence, ils étaient quelque peu méprisés par les familles de samouraïs. Cependant, dans le domaine de la médecine,
Ils étaient considérés comme un idéal de noblesse. Le père de Megumi a compris à quel point la médecine occidentale était remarquable et a emmené la famille à l'étranger pour étudier, mais ils sont rapidement rentrés chez eux et ont été pris dans la guerre. Megumi était encore une enfant à l'époque, abandonnée, et toute sa famille a péri pendant la guerre. Depuis lors, elle vit seule. Il y a 5 ans, elle s'est installée ici et est devenue apprentie auprès d'un médecin renommé. Mais il y a 3 ans, ce médecin a été assassiné. Selon Megumi, le médecin avait des liens douteux avec Takeda et avait vendu du matériel de fabrication d'opium à l'homme d'affaires. Il y a 3 ans, le médecin avait découvert un moyen de fabriquer un opium moins cher mais 2 fois plus efficace. Le médecin voulait monopoliser ce médicament et refusa de le donner à l'homme d'affaires, alors ce dernier le fit tuer. Maintenant, Megumi est prise pour cible parce qu'elle est la seule à savoir comment fabriquer cet opium. Elle a été forcée de le produire pour lui pendant 3 ans, mais a décidé de s'échapper lorsqu'elle a réalisé les torts qu'elle avait commis. Kenshin lui a conseillé de rester ici, car, même si elle portait seule la culpabilité, fuir maintenant ne servirait à rien. Kaoru et les autres décidèrent également de la laisser rester un peu plus longtemps. Pendant ce temps, l'homme masqué est revenu pour rendre compte à Hayashi de la force de Kenshin. Les 2 hommes précédemment envoyés ne pouvaient plus être utilisés, et celui qui avait combattu Kenshin avait besoin de 3 jours pour se remettre de la blessure interne infligée par Kenshin. Hayashi lui a ensuite confié la tâche d'enquêter sur Kenshin pendant ces 3 jours. Le lendemain, Sano partit en patrouille et Megumi resta à la maison pour cuisiner pour le groupe de Kenshin. Bien que le gâteau soit simple, Kaoru ne pouvait pas le faire elle-même. Megumi a alors décidé qu'elle gagnerait l'affection de Kenshin si Kaoru ne pouvait rien faire pour lui. Même si Megumi manquait encore un peu de tact, elle semblait plus intelligente qu'avant. Lorsque Sano est revenu, Kenshin l'a invité à goûter le gâteau préparé par Megumi. Cependant, Sano préfère manger quelque chose cuisiné par Kaoru plutôt que quelque chose provenant d'un associé d'un trafiquant de drogue. Kenshin a dit à Megumi de ne pas le prendre personnellement, expliquant que Sano était juste frustré puisque les hommes de Takeda ne s'étaient pas présentés. Les hommes n'étaient pas venus depuis une semaine, ce qui le rendait agité. Pendant que Megumi faisait la lessive, un homme lui a livré un livre. Quand il ne trouva personne autour, il se masqua et ordonna à Megumi de venir avec lui, menaçant de jeter Mercure dans le puits si elle résistait. Elle a ensuite été emmenée rencontrer Takeda, qui a exigé qu'elle revienne avec lui, sinon il brûlerait toute la ville. Il lui donna jusqu'à minuit pour répondre, sinon il y mettrait le feu cette nuit-là. La raison de sa menace était qu'ils avaient découvert que Kenshin était le légendaire Batuzé, le tueur d'hommes. S'ils le mettaient en colère, ils auraient des ennuis. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable que Megumi parte volontairement pour éviter de le provoquer. Cependant, Megumi a laissé une lettre au groupe de Kenshin, ce qui a fait comprendre à Kenshin qu'elle était menacée et qu'elle s'était enfuie. Il a décidé d'aller la sauver. Sano a refusé de l'aider, car un de ses amis, qui vendait des bonbons aux enfants, était mort à cause de l'opium fabriqué par Megumi. Il ne voulait pas l'aider. Mais Kenshin expliqua qu'il la sauvait parce qu'il voyait dans ses yeux le désir d'une famille. Il a également déclaré que Sano n'était plus la personne qu'il avait connue. Yahiko a alors décidé de suivre Kenshin parce que Megumi lui avait autrefois sauvé la vie, et il voulait maintenant la remercier. Sano a également changé d'avis et a suivi Kenshin, décidant de ne pas trop réfléchir, mais simplement de faire des ravages comme il le faisait toujours. Ils arrivèrent bientôt tous les 3 au manoir de Tekta. Kenshin voulait que les 2 autres créent rapidement un chemin vers la porte d'entrée avant que l'ennemi ne puisse envoyer des renforts. Pendant ce temps, Megumi a décidé de tuer Tekta et d'aller en enfer avec lui. Mais juste au moment où elle parvenait à lui couper la main, Hayashi lui prit le couteau et dit à Tekta d'écouter ce qui se passait dehors. À ce stade, le groupe Kenshin a chargé et a rapidement éliminé les voyous et les épéistes embauchés par Tekta. Seuls les hommes armés de l'armée sont restés. Kenshin a mené la charge, s'occupant de la plupart d'entre eux. Alors que Sano jetait Yahiko à l'intérieur et l'aidait à s'emparer d'une arme, il assomma ensuite le commandant. Sano et Kenshin ont terminé le reste. Tekta, réalisant maintenant la force de Kenshin, a tenté de conclure un accord pour l'embaucher comme garde du corps. Cependant, le regard de Kenshin a poussé Hayashi à intervenir, informant Tekta que Kenshin n'était pas quelqu'un motivé par la gloire ou le profit. Kenshin était autrefois un homme juste, tout comme Hayashi, et la plupart de ces individus mouraient volontiers pour une grande cause, recherchant ardemment la bataille. Tekta a ensuite offert à Kenshin 1 heure pour prendre des dispositions avec Megumi avant de la libérer. Kenshin se détourna, coupant le lampadaire dans sa cour et déclarant qu'il reviendrait dans 1 heure pour trouver Tekta. Tekta doit donc bien se préparer. Tekta a ordonné à Hayashi d'organiser soigneusement les soldats, mais Hayashi lui a dit que ses hommes ne suivraient que ses ordres. Hayashi emmènerait Megumi au plus haut étage pour la retenir là-bas, tandis que Tekta était libre de s'asseoir et de compter son argent ou de faire ce qu'il voulait. Tant qu'il est resté en dehors des affaires d'Hayashi, Megumi a repris connaissance et a rencontré Hayashi, qui lui a rendu son couteau et l'a informé que Kenshin était arrivé. Cependant, Hayashi était convaincu qu'il ne laisserait pas Kenshin l'atteindre. Dans 1 heure, Megumi allait soit mourir,
soit subir la torture de Tecta. Hayashi et ses hommes n'étaient là que pour trouver un champ de bataille, sans s'intéresser à la richesse de Tecta. Il sympathisa avec le malheur de Megumi et lui proposa une sortie paisible. Pendant ce temps, Kenshin rencontra l'homme masqué, qui se présenta comme Anya, affirmant qu'il garderait la porte au péril de sa vie. Kenshin ne voulait pas s'engager dans des combats inutiles et a demandé à Anya de se retirer, mais Anya a refusé. Ils ont été obligés de se battre. Anya chargea, portant un coup qui renvoya Kenshin. Kenshin fut légèrement blessé et informa ses deux compagnons qu'il avait essayé de prédire les mouvements d'Anya, mais le bras d'Anya était plus long que prévu, ce qui le prit au dépourvu. Anya croyait que Kenshin avait été affecté par sa technique d'il y a 10 jours, et si Kenshin ne pouvait pas le voir à travers, il ne le vaincrait jamais. Kenshin leva alors son épée de manière défensive. Anya s'est moquée de lui, disant que c'était une erreur de la part du légendaire Batuzé d'utiliser une telle position défensive. Anya chargea à nouveau, et Kenshin vit rapidement son mouvement, l'esquivant et contre-attaquant. Kenshin comprenait désormais la technique d'Anya. Les rayures sur les bras d'Anya étaient une illusion d'optique qui masquait la véritable longueur de ses membres, rendant difficile pour les adversaires d'évaluer sa portée. Kenshin avait soupçonné que quelque chose n'allait pas avec la tenue et le masque d'Anya, dont il réalisa qu'il faisait partie d'un déguisement, pas seulement pour couvrir ses expressions. Le masque d'Anya s'est brisé, révélant un visage défiguré. Il a expliqué qu'il avait volontairement gâché son visage pour se déguiser en quelqu'un d'autre. Il avait été l'un des enfants chanceux à survivre dans un village très pauvre où les parents devaient tuer leurs enfants pour réduire le nombre de bouches à nourrir. Après avoir survécu, il a dû vivre caché et il a détruit son visage pour que personne ne le reconnaisse. Hayashi l'avait accueilli. Maintenant, il dégaina une paire de griffes et attaqua furieusement, forçant Kenshin à les bloquer. Kenshin dévia les griffes et lança un coup final. Kenshin a été blessé à un bras, tandis que les griffes d'Anya se sont brisées et il s'est effondré. Kenshin a fait remarquer qu'Anya aurait dû comprendre et sympathiser avec le passé de Megumi. Au lieu de cela, il avait entravé les efforts de Kenshin pour la sauver, tout comme Hayashi l'avait sauvée. Pendant ce temps, Takeda s'est approché de Megumi pour négocier, voulant partir avec elle et prendre un nouveau départ, avec l'intention d'utiliser ses compétences médicinales pour soigner les gens. Cependant, Megumi refusa, croyant que la mort était le seul moyen d'expier ses péchés. Takeda, ne voulant pas attendre que Kenshin vienne lui ôter la vie, commença à maudire Megumi. Après avoir soigné leurs blessures, les trois entrèrent par la porte et rencontrèrent un nouvel ennemi, Shiki, qui portait une boule d'acier pour attaquer. Sano le bloqua et laissa Kenshin avancer. Il n'avait aucune intention de les arrêter, car il voulait laisser la proie à son patron. Il connaissait également le passé infâme de Sano dans le monde souterrain et pensait que sans son épée, Sano ne pourrait plus rien accomplir. Mais les mains qui tenaient autrefois cette épée étaient toujours là. Yahiko s'inquiétait pour Sano, mais Kenshin savait que s'il restait, Sano ne leur permettrait pas d'intervenir, il valait donc mieux continuer. À ce stade, Shiki a décidé de combattre Sano sans armes, mais il a retiré la chaîne de la boule d'acier, a attiré Sano près de lui et l'a battu. Cependant, Sano s'est levé et a brisé la chaîne parce qu'il n'aimait pas avoir quoi que ce soit qui le restreigne. Shiki, amusé, a commencé à lutter avec Sano, mais il l'a attrapé et l'a jeté contre le mur, puis lui a donné un coup de tête, provoquant des étourdissements chez Sano. Il a admis que Sano était très fort et l'a invité à rejoindre les rangs d'Hayashi. Il a dit que toute sa vie avait été consacrée au combat et qu'il avait été un samouraï jusqu'à ce qu'il soit vaincu par Hayashi et recueilli par lui. Il croyait qu'un jour, Sano serait assez fort pour l'égaler. Mais Sano refusa car il croyait que les ninjas comme eux ne cherchaient que les plus forts pour se battre. Kenshin, en revanche, était différent. Les personnes faibles le suivaient parce qu'elles l'admiraient, et son épée à lame inversée était un symbole de son choix de protéger les faibles. Shiki s'est mis en colère contre l'attitude de Sano et lui a donné des coups de tête à plusieurs reprises, mais Sano a réussi à lui casser la main puis a frappé Shiki à la tête. Sano a dit que si Shiki en avait l'occasion, il devrait combattre Kenshin et apprendre la vérité, tout comme Sano l'avait fait. Après cela, il s'est effondré d'épuisement. Pendant ce temps, Kenshin rencontre Hayashi et lui demande de révéler où se trouvent Megumi et Takeda. Mais Hayashi a dit que Kenshin aurait besoin d'utiliser son épée pour obtenir une réponse de sa part. Kenshin a remarqué qu'Hayashi utilisait une épée courte. Comme il le savait, il existait un type de katana composé d'une longue lame et d'une lame courte. La longue lame était généralement utilisée pour attaquer, tandis que la lame courte était utilisée pour la défense. L'épée d'Hayashi était courte, mais il a choisi d'attaquer avec. Cependant, Hayashi s'est battu à la fois avec son épée et avec les arts martiaux, ce qui a pris Kenshin au dépourvu, le faisant reculer. Hayashi a déclaré qu'il regrettait que le shogunat Tokugawa ne lui ait pas confié la responsabilité de la bataille. Il a expliqué que le shogunat avait lâchement abandonné ses soldats et s'était caché, pour ensuite céder le pouvoir aux samouraïs afin de survivre. Si lui et l'équipe de ninjas avaient été autorisés à se battre, ils auraient incendié la base des samouraïs et traité secrètement avec les samouraïs de haut rang, assurant ainsi la victoire du shogunat. Mais maintenant, ce n'était plus qu'une hypothèse,
et cela n'avait plus d'importance. Ce qu'Hayashi voulait maintenant, c'était récupérer le titre du plus fort, qu'il avait perdu contre Kenshin. Kenshin, cependant, croyait que même si Hayashi faisait partie du shogunat, il ne se souciait pas du peuple et n'était qu'un belliciste de sang-froid. Il ne lui permettrait pas de se déchaîner. Kenshin a ensuite attaqué, mais n'a pas pu pénétrer l'épée courte d'Hayashi et a été repoussé à la place. Takeda, à ce stade, essayait de comprendre comment vaincre Kenshin et Hayashi, car ils étaient clairement ses plus grandes menaces. Soudain, un serviteur est entré pour signaler que l'objet dont Takeda avait besoin pour expérimenter était prêt. Kenshin, à ce stade, croyait avoir compris le style de combat d'Hayashi. Hayashi ne le croyait pas et voulait voir à quel point il comprenait. Kenshin saisit alors la poignée de son épée pour raccourcir sa portée d'attaque afin de correspondre à celle d'Hayashi. Il a conclu qu'Hayashi combattait en créant un angle mort entre sa portée et celle de Kenshin, donc il briserait cet angle mort en réduisant sa propre portée de frappe. Cependant, Hayashi a changé son approche. Maintenant, il attaquait avec une vitesse erratique, alternant entre des frappes rapides et lentes. Il a commencé à se déplacer autour de Kenshin, créant des illusions, et Kenshin a commencé à voir plusieurs versions d'Hayashi. Hayashi lança alors une attaque surprise, prenant Kenshin au dépourvu, lui assénant un coup qui le renversa. Hayashi pensait que Kenshin était mort, alors Yahiko a essayé de l'achever, mais Kenshin s'est relevé, après avoir utilisé le fourreau de son épée pour absorber une partie des dégâts du coup. Hayashi a reconnu que Kenshin méritait vraiment le titre du plus fort pendant la révolution, alors maintenant il ferait de son mieux pour le revendiquer. Il a ensuite commencé à se déplacer de manière erratique et à attaquer, mais Kenshin a réussi à bloquer 2 coups consécutifs puis a jeté son épée pour bloquer le coup final avec ses mains. Kenshin a déclaré qu'au moment où Hayashi est passé à l'attaque, il était capable de discerner ses mouvements et de bloquer l'attaque. Kenshin a dit qu'il n'avait pas besoin du titre du plus fort et qu'il était prêt à le donner à Hayashi. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger les personnes importantes pour lui. Kenshin frappa alors le manche de son épée directement dans la bouche d'Hayashi. Malgré le coup, Hayashi a quand même réussi à renverser Kenshin avant de s'évanouir. C'est parce que le coup de Kenshin à la gorge l'a laissé temporairement incapable de respirer, le faisant s'évanouir.